Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin. Je vois que toutes les personnes qui étaient en salle d'attente sont rentrées. Avant de démarrer notre rencontre, je vous ai partagé un petit tuto pour vous expliquer comment vous allez pouvoir participer aujourd'hui avec nous et discuter avec nos intervenantes, puisque cette rencontre, elle est totalement interactive. L'idée, c'est que ce soit une discussion et que vous vous empariez du sujet. Donc, pour ça, vous avez deux possibilités. La première, c'est d'écrire des messages dans le chat. Donc, pour ça, mesdames et messieurs les enseignants, vous pouvez déployer le chat en cliquant sur discussion publique qui est sur la colonne de gauche de Big Blue Button. Ça vous ouvre l'espace chat. Vous écrivez à cet endroit-là, hop, clique sur la petite flèche qui signifie entrer et à ce moment-là, on voit vos messages et moi, je pourrai les dire à l'oral. Si vous avez des micros, c'est ce qu'on préfère. Du coup, n'hésitez pas à prendre la parole au micro. Pour ça, merci de bien garder les micros fermés avant ça. Mais quand vous souhaitez prendre la parole, vous cliquez sur la petite fonctionnalité qui représente une main. Nous, on voit du coup que vous souhaitez prendre la parole. On vous appelle par le nom que vous aurez rentré qui s'affiche en fait dans la liste. Et là, vous ouvrez le micro en cliquant, pareil, sur la petite icône micro. Et puis, vous refermez le micro quand vous avez fini. Et bien sûr, on aime bien vous voir. La rencontre sera enregistrée en replay, mais on ne verra pas les classes si je ne dis pas de bêtises. Donc, pas de souci, vous pouvez ouvrir vos webcams. Donc, bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à toutes. On va accueillir tout le monde. Merci au rectorat et à la collectivité de Corse de nous permettre d'être ensemble aujourd'hui pour parler de cybersécurité. Alors, on pourrait imaginer que c'est un sujet qui est un peu lointain, qui concerne surtout des structures, par exemple des entreprises ou des hôpitaux, et moins des personnes, mais en fait pas du tout, c'est un sujet qui nous concerne tous et toutes, et alors de façon hyper quotidienne. Pour tout vous dire, en fait, notre vie, elle est largement numérique aujourd'hui. Entre les téléphones, les réseaux sociaux, les jeux, les comptes en ligne, tout ça, c'est une partie de nous qui existe sur Internet. Et là où il y a des informations précieuses, il y a aussi des personnes qui cherchent à les utiliser. Donc, la cybersécurité, c'est une question de comportement individuel et de réflexe au quotidien. Donc, aujourd'hui, on va essayer de comprendre ensemble d'abord ce que c'est. On va essayer de discuter de ce pourquoi c'est un enjeu important, comment les attaques fonctionnent et surtout comment on peut collectivement et individuellement s'en protéger. Et bien sûr, on va faire ça avec un spécialiste du sujet que je vais vous dévoiler dans quelques instants. Mais avant de vous le présenter, on va accueillir Sarah Cornu, qui est déléguée régionale académique au numérique éducatif, et Alexandre Vican, qui est chef du service des usages numériques à la collectivité de Corse, et qui ont un petit mot à nous dire. On vous écoute, Alexandre et Sarah. Merci beaucoup, Déborah. Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, la collectivité de Corse et le rectorat de l'Académie de Corse, aux côtés d'Edifice, éditeur en fait de l'EIA, la plateforme technique de l'espace numérique de travail, sont fiers de lancer ce jour le projet éducatif Cyber Juventud, dédié à la cybersécurité pour les collégiens et les lycéens de Corse. À l'ère du numérique, où les enjeux de protection de données et de sécurité en ligne sont très présents, il est essentiel de vous préparer, vous, les jeunes citoyens, à évoluer dans un environnement digital en toute confiance. Ce projet conçu pour sensibiliser, former, inspirer s'articule autour de 4 actions phares. Aujourd'hui, le 12 mars, pour lesquelles on est tous présents, on va participer à une rencontre inspirante avec Monsieur Christophe Apieto. Je dévoile en fait notre invité de la collectivité de Corse, chef de mission au sein du Centre de cybersécurité de Corse, CICERT Cyber Corsica, expert local de la cybersécurité. L'objectif en fait de cette première rencontre est d'aborder les enjeux et les défis de la cybersécurité et de découvrir les métiers de ce secteur. Deuxième phase, du 30 mars au 3 avril, vous allez vivre un grand quiz interactif, vous les élèves, qui sera organisé afin d'évaluer et de renforcer vos réflexes de sécurité avec des récompenses à la clé. Mais je garde le mystère sur ce point. Et puis, troisième phase, la création de 5 podcasts par les élèves eux-mêmes. Ces podcasts mettront en lumière les métiers de la cybersécurité à travers des interviews et des reportages, puisqu'on a 5 établissements qui vont en fait s'exercer en tout cas en tant que jeunes journalistes sur cette thématique. Et puis,
un bloc collaboratif qui ouvrira très prochainement et qui servira d'espace central pour partager les réalisations de vous, élèves, et de diffuser des ressources pédagogiques. Alexandre? Oui, merci Sarah. Bonjour à toutes et à tous. Donc je prends la suite pour vous présenter ce beau projet. Donc CyberDuent2, il s'inscrit, et tout ce que vous a décliné Sarah, dans une stratégie beaucoup plus globale autour de la transformation numérique de notre société, la transformation numérique de la Corse, et aussi dans une démarche beaucoup plus globale d'éducation au numérique, menée par le rectorat de l'Académie de Corse, en s'appuyant sur des outils nombreux, notamment l'espace numérique de travail Léa que vous connaissez tous et que vous utilisez au quotidien. C'est vraiment un projet qui vous est dédié. Ce projet CyberDuent2 est la phase 1 et que la première phase aujourd'hui. Il y aura d'autres phases qu'a présentées Sarah au cours des semaines et mois à venir. Et il vise, ce projet, à développer l'esprit critique, votre esprit critique à vous, les élèves, face au risque de la cyber, qui est un risque très prégnant au sein de nos sociétés, qui va que en s'accentuant. Mais il vise aussi à pas parler que du négatif, à vous présenter, à valoriser les métiers de la cybersécurité. C'est un secteur extrêmement porteur pour vous, pour l'avenir, pour l'emploi. C'est rempli d'opportunités. Et il vise, troisième objectif de ce beau projet, c'est de renforcer la culture numérique sécurisée en Corse, en complément d'une culture numérique partagée au niveau national. Voilà. Donc ce projet, vous l'avez compris, c'est un projet qui est organisé, créé à votre destination, qui est porté et qui a été pensé en étroite collaboration entre plusieurs institutions, avec des experts et des acteurs de terrain de la cybersécurité. Et il témoigne d'un engagement fort du rectorat et de la collectivité de Corse pour armer et former vous et les citoyens, de manière générale, autour des thématiques du numérique, pour vous rendre plus responsables, plus autonomes et plus éclairés dans vos usages numériques, sachant que le numérique est partout dans la société et au quotidien dans nos actions. Donc voilà, profitez de ce projet. Il est à vous, il est pour vous, et nous espérons qu'il vous plairont et qu'il vous enrichira. Voilà. Protégeons aujourd'hui les compétences numériques de demain à travers ce beau projet. Merci Alexandre, merci Sarah. Alors du coup, on accueille Christophe Apieto. Salut Christophe, bienvenue. Salut, merci. Salut Déborah, bonjour à tous. Est-ce que tu peux te présenter, d'autant plus, on vient de parler des opportunités d'avenir, donc raconte-nous un peu ce que tu fais, pourquoi tu le fais, et on va essayer d'inspirer tous ces élèves qui ont la vie devant eux. Alors, moi, je m'appelle Christophe Apieto, vous l'avez compris. Moi, j'ai une formation d'ingénieur en informatique. J'ai commencé ma carrière dans le privé à Sophia Antipolis, dans une boîte qui s'appelle Amadeus. Puis j'ai rapidement rejoint la Corse qui me manquait, en intégrant la collectivité de Corse. Alors d'abord une mission qui s'appelait la MITIC, qui était la mission des technologies de l'information et de la communication. On gérait tout ce qui est aménagement numérique de la Corse, donc tous les projets qu'on déploie en Corse, mais pour les citoyens, pas pour la collectivité. Donc ensuite, j'ai continué dans ce domaine d'aménagement sous la bannière collectivité de Corse quand on a cessé la MITIC. Et enfin, j'ai monté ce centre au sein de la collectivité de Corse qui s'appelle donc le CECIRT Cybergurtica et qui est un centre de cybersécurité territoriale. L'objectif, c'est d'apporter notre aide aux victimes d'incidents de cybersécurité, mais aussi d'accompagner les Corses, les bénéficiaires du CECIRT, pour qu'ils montent en maturité en termes de cyber, qu'ils essaient d'utiliser le mieux possible le numérique. Génial. Merci beaucoup Christophe. Donc, tout au long de cette rencontre aux classes, là, vous pouvez vraiment à tout moment réagir. Vous pourrez poser plein de questions tout le long de la rencontre, mais aussi à la fin, si vous avez des questions sur le métier justement de Christophe, les filières, etc., on l'évoquera à la fin. Et pour démarrer, on va vous poser évidemment une première question. Je vous disais que vous étiez chez vous et qu'on allait beaucoup vous faire participer. Est-ce qu'on peut essayer de trouver ensemble une première définition de la cybersécurité? Qu'est-ce que vous en savez? Quels mots vous mettriez là-dessus? Comment vous voyez les choses? Quelle serait pour vous une bonne définition de la cybersécurité? Alors, vous pouvez le dire à vos enseignants qui nous l'écrivent dans le chat, mais vous pouvez aussi venir au micro, ce qui est encore mieux, comme ça on vous entend. Je sais que ça peut être un peu gênant de venir au micro, qu'il y a plein d'autres classes et tout, mais en fait, vous allez voir, une fois que le premier ou la première a parlé, après ça se détend et tout le monde parle. N'hésitez pas à y aller. Alors, une première définition de la cybersécurité.
On nous dit, alors, il y a une première main levée, la classe de Madame Oricelli, et j'espère bien prononcer Madame Oricelli. Allez-y, on vous écoute. Oui, bonjour à tous. C'est bien, c'est Madame Oricelli. Ah, j'ai hésité avec Oricelli. Eh ben, je le saurai pour après. On vous écoute. Alors, les élèves vous proposent, Kevin. Bah, c'est bien. Protection. 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 Protection, ça roule. Protection de quoi? Téléphone. Ok, ça marche, merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent parler? Moi, je lis dans le chat « Protéger du cyberharcèlement et des cyberviolences ». La classe de Pascal Révélo, le collège alors je suis désolée pour la prononciation. Bigoulia, tu me corriges, hein, Christophe. Une sécurité merci. Une sécurité en ligne pour certains élèves. Ok, ne pas se faire pirater, ça marche. Ok, est-ce qu'il y a d'autres réponses? Non, pour le moment. Ok. Eh bien, alors n'hésitez pas à continuer à écrire, hein, au pire, je lirai au fur et à mesure. Se protéger des hackers. Ok, ça marche. La classe imbécile. Christophe, est-ce que tu peux nous donner une première définition? Allez, on y va, on se lance. Une première définition. La alors, si tu me permets, je vais définir avant ce qu'est un système d'information parce que je vais en parler beaucoup et si je ne le définis pas, on ne va pas parler tous de la même chose. Donc, un système d'information, c'est un ensemble organisé de ressources qui permet de manipuler de l'information, donc des données. Par manipuler, on entend collecter, stocker, traiter et partager ces données-là. Donc maintenant, en première définition de cybersécurité, alors, il s'agit de l'ensemble des pratiques, outils et dispositifs qui permettent de protéger les données et ressources au sein d'un système d'information. Ok, mais alors du coup, protéger des données, ça veut dire quoi? Et là, on vous pose une nouvelle question, les élèves, un truc, en fait, on essaye de vous mettre vraiment dans l'ambiance. Si un pirate attaque un système d'information, donc Christophe, il vient de vous donner la définition d'un système d'information, si un pirate attaque un système d'info, quelles sont les 3 choses qu'il peut chercher à faire aux données? Vous avez à trouver des verbes. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire à des données? Allez, la classe de Gilles Cormier. On nous dit les voler déjà. Gilles Cormier, allez-y. Il faut que vous ouvriez le micro si vous voulez parler. On peut bloquer les données aussi. Alors, ça roule. Bloquer, voler, on nous dit détruire, se les approprier, les conserver, les revendre, les supprimer, les vendre, changer les mots de passe, les voler. Eh, ils sont au point, hein, dis donc. C'est bien. Bravo. Eh bien, vous êtes bon. Alors, on nous dit aussi les diffuser un peu sur le tard, usurper, faire du chantage. Ça marche. Alors, Christophe, est-ce que tu peux compléter? Compléter, nuancer, expliquer. Tout à fait. Alors, on en revient à la définition exacte de la cybersécurité. La cybersécurité, donc, c'est l'ensemble des pratiques, outils et dispositifs qui permettent de garantir la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout ce qui nous concerne, ces données-là, que ce soit nos photos, nos informations personnelles, la liste des maladies qu'on a eues, le montant qu'on a sur notre compte en banque, ce sont des données qui sont confidentielles. On veut pouvoir y accéder, nous, mais on ne veut pas que d'autres personnes puissent y accéder. Et ce qu'essaient de faire les malveillants, c'est justement d'accéder à ces données-là. Donc, la cybersécurité, c'est de permettre de garantir cette confidentialité. L'intégrité, c'est à partir du moment où une donnée existe et me concerne, je veux, quand j'y accède, être sûr que ce soit la bonne. Je n'ai pas envie d'aller sur mon compte en banque et que le solde ne soit pas le bon. Je n'ai pas envie qu'on prenne ma photo et qu'on change une partie de moi et qu'on fasse passer ça comme étant vraiment moi. Donc ça, c'est l'intégrité. À partir du moment où une donnée existe, on veut protéger celle-ci en faisant en sorte qu'elle ne soit pas modifiée par quelqu'un d'autre. Et enfin, la disponibilité, ça a été dit aussi, certains malveillants essayent de faire en sorte que vous ne puissiez plus accéder à vos données, que vous n'accédiez plus à votre compte en banque, aux éléments qui vous concernent. Donc, la cybersécurité, c'est garantir ces 3 éléments-là, la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données et ressources au sein d'un système d'information. Merci beaucoup. Alors, comme vous avez trouvé plein de réponses, que je suis quand même assez bluffée, est-ce que vous pourriez lever la main
dans les classes celles et ceux qui ont déjà été confrontés à un problème de cybersécurité? Est-ce que vous pouvez lever la main et on va demander aux enseignants de nous dire combien d'entre vous ont levé la main? Est-ce que c'est moins de la moitié, plus de la moitié? Est-ce que vous avez déjà été confronté? Alors, ça peut être vous êtes fait justement voler des données ou ce genre de choses, ou vous êtes retrouvé avec des données modifiées ou n'avoir pas pu accéder à des données. Alors, on nous dit 7 élèves dans une classe, un quart dans une classe, la moitié, ok, 3 élèves, 6 sur 26, 2 sur 25. Bon, vous n'avez pas été trop touché. Donc, ok, c'est intéressant. Donc, ça veut dire que vous êtes au courant alors même que vous avez pas forcément été victime ou en tout cas confronté à ce sujet-là. Ça marche. Merci pour les réponses. On continue notre petit jeu de pistes pour essayer de voir ce que vous savez sur le sujet et de faire une sorte un petit peu d'état des lieux. On va vous présenter des objets et on va vous demander, est-ce que ces objets représentent un risque en matière de cybersécurité? Là, vous pouvez répondre oui ou non à la volée et puis on va demander à vos enseignants de nous dire dans le chat à peu près la proportion d'élèves qui disent oui ou non, quoi. Alors, un ordinateur. Est-ce qu'un ordinateur, c'est un risque en matière de cybersécurité? Il y a des trucs qui sont hyper évidents, hein, bien sûr, mais après, ça va se corser. Pardon il n'y avait pas de jeu de mots en plus, aucun deuxième degré. Après, ça va être plus difficile. Alors, globalement, tout le monde dit oui. Ok, ça marche. Un ordinateur. Alors, Christophe, ordinateur. Gros risque en matière de cybersécurité? Effectivement, c'est un des objets les plus dangereux parce que c'est un objet qui est connecté, parce que c'est un objet qui lui-même contient énormément de données personnelles, qui a des passerelles vers nos banques, vers les magasins en ligne vers lesquels on fait des achats, qui contient souvent nos cartes bleues. Donc oui, c'est par excellence un des objets les plus dangereux en termes de cybersécurité. Ça marche. Bon, la plupart ont répondu que c'était le cas. Ok, on monte d'un cran. Une multiprise. Est-ce qu'une multiprise représente un risque en matière de cybersécurité? Alors, globalement, on nous dit non. Ok, ça marche. C'est bon, ils sont chauds, on peut continuer sur les objets. Alors, pourquoi ça, c'est pas un risque, Christophe? Parce que cet exemple-là qui est affiché là est une multiprise qui n'est pas connectée, donc c'est une multiprise classique. Elle est dangereuse en termes, électriquement parlant, mais en termes de cybersécurité, elle ne représente pas un danger. Ça roule. Il nous reste 2 objets et vous allez ensuite voir pourquoi on vous a parlé de tous ces éléments-là. Ok, une console de jeu. Un risque ou pas de risque? Ça marche. Globalement, on nous répond oui. Très bien. Parfait. Ah, et certains non. Ok, ça marche. Intéressant. Merci ceux qui ont répondu non. Ça justifie qu'on soit avec vous aujourd'hui. Ça roule. Et un dernier objet. Hop. Un Thermomix. Vous savez, le Thermomix, c'est cet objet qui permet de cuire des légumes au cookie doux. Ouais, bravo. Ça marche. Alors, est-ce qu'un Thermomix et voilà, et c'est là que le bas blesse. On a une partie qui répond oui et une partie qui répond non, mais on a la classe Villers qui nous donne une précision qui va être intéressante et Christophe, je te laisse rebondir dessus. Oui, s'il est connecté. Pourquoi un Cookie Doux, Thermomix et toutes ces marques d'électroménager connectés représentent un risque? Justement, tu l'as dit et je l'ai vu aussi passer dans le chat. Oui, si connecté, cet objet représente un danger parce que c'est ce qu'on appelle un IoT, un Internet of Things, un objet connecté. Cet objet est connecté sur Internet, donc il représente un risque. Et c'est ça qu'il faut comprendre. On n'a pas pu vous montrer tous les objets du quotidien, mais il faut comprendre qu'il y a une évolution majeure ces derniers temps sur 2 aspects principaux. Le premier aspect, c'est que les pratiques ont changé. C'est-à-dire quand il y a quelques temps où vous leviez le matin, vous faisiez une photo de vous au réveil avec une sale tête pour la montrer à un copain ou une copine le lendemain, tant que le copain ou la copine ne venait pas à la maison, personne ne l'avait vu. Et quand il était venu, une personne l'avait vu. Quand vous faites ça aujourd'hui en faisant un snap, même si vous avez un seul ami, vous avez pris la photo, vous l'avez envoyée à votre ami via Snap, mais c'est parti sur les serveurs à l'autre bout de la planète. Donc cette photo est accessible par des malveillants de la planète entière. Vous pensez que c'est sécurisé, mais non, elle est accessible.
Et là, donc, le deuxième bouleversement, c'est que les objets du quotidien sont de plus en plus connectés. Un Thermomix, ce n'était pas indispensable de le connecter, mais aujourd'hui, tous les objets sont connectés. Donc, vous utilisez le numérique sans vous en rendre compte. À partir du moment où vous éteignez votre réveil, vous sortez de votre chambre et vous passez devant votre caméra connectée, vous n'avez pas commencé vos 5 premières minutes de journée que vous avez déjà utilisé, manipulé du numérique et transmis vos données quelque part. Donc, c'est là où on voulait en venir. Tous ces objets-là, à partir du moment où ils sont connectés, représentent un danger en termes de cybersécurité. Et on va aller plus loin, mais je crois que c'est dans la slide qui suit, donc je laisse un peu de suspense. Alors, là, pareil, on monte d'un cran. Je vous laisse regarder ce schéma quelques secondes. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous serait chaud pour venir nous expliquer ce que décrit ce schéma? Est-ce qu'il y en a parmi vous à qui ça parle, là, toutes ces flèches dans tous les sens et les différents terminaux qui sont proposés? Allez, la classe dure, on vous écoute. Vas-y, Logan. C'est un réseau informatique où certains appareils connectés à la box Internet ont été piratés. Ça marche. Merci pour cette explication. La classe indécielle. Bonjour. Là, en fait, faut que je parle plus fort comme ça. En fait, là, on a une représentation de tous les appareils électroniques qui sont connectés à la box sous le routeur. Et on voit en fait avec les flèches rouges qui nous indiquent que en fait, le Thermomix il est connecté au téléphone et qui lui-même est connecté à la box Internet. Et si quelqu'un en fait arrive à passer par le Thermomix, il peut récupérer les informations sur le téléphone, du coup, qui va pouvoir s'envoyer via la box. Bon, Christophe, embauché, je crois. Hein. Il est embauché. Ouais, c'est bon, j'ai mon futur ingénieur. Ils sont embauchés, bravo beaucoup, bravo, bien bravo, félicitations les élèves. Est-ce que tu veux compléter, Christophe? Alors oui, donc ce schéma illustre un système d'information, parce que tout à l'heure je vous l'ai défini, mais je n'ai pas dit une chose volontairement. Il y a quelques années, vraiment pas longtemps, vous étiez déjà né, un système d'information désignait une entreprise. C'était une entreprise qui manipulait des données, qui avait plein d'objets, d'ordinateurs, d'imprimantes connectées. Aujourd'hui, le schéma que vous avez là aujourd'hui, c'est un système d'information, mais c'est celui que vous avez à la maison. Parce qu'à la maison, vous avez plein d'objets connectés, des montres, des tablettes, des ordinateurs. Vous manipulez des données et vous avez même un data center. Vous envoyez tout ça dans le cloud, dans le nuage, sur Internet. Donc, vous avez un véritable système d'information. Et là, on illustre que on pensait qu'un Thermomix n'était pas dangereux parce que, bon, il n'y a pas tellement de données personnelles, à part peut-être mon mail dedans si je me suis connecté. Mais en fait, il s'agit d'une porte d'entrée vers votre système d'information. Si votre Thermomix n'est pas à jour, un malveillant va pouvoir exploiter une vulnérabilité, une faille de sécurité, donc passer par le Thermomix pour arriver sur votre box, puis sur votre téléphone, récupérer vos données et les envoyer quelque part et les exploiter ou les vendre ou faire chanter ou vous demander une rançon. Donc, ce schéma illustre très bien que chaque petit objet que vous allez connecter constitue une porte vers l'extérieur de votre système d'information. Et à partir du moment où il y a une porte ouverte, quelqu'un essaiera de rentrer, c'est inévitable. Alors, il y a la classe de Madame Moricelli qui a levé la main. Vous vouliez rajouter quelque chose ou du coup, le fait que Christophe ait fini la définition, ça coupe votre intervention? Madame Moricelli? Non, c'est bon, ça marche. Ok, merci. Il y a la classe d'Hélène Leroy qui nous dit les communications en rouge semblent non chiffrées. Alors, je suis pas sûre de comprendre ce que vous voulez dire. C'est qu'elles sont pas protégées, qu'elles sont pas cryptées, ou vous vouliez dire autre chose avec cette remarque? Toi, quand tu as fait le schéma, Christophe, ces flèches rouges, c'était pour expliquer qu'il y avait une faille de sécurité du coup? C'est ça. C'était pour montrer qu'à partir du moment où un malveillant est entré sur le système d'information, a réussi à arriver jusqu'à la box et il devient un petit peu le patron du système d'information et donc il peut récupérer les données qui se trouvent sur l'ensemble des systèmes, mais il peut aussi, même s'il y avait un chiffrement, faire casser ce chiffrement parce qu'à partir du moment où il fait ce qu'on appelle une escalade de privilèges, il devient patron, il devient le boss sur le système d'information. Et donc là, il fait un petit peu ce qu'il veut. Et des fois, il suffit d'une toute petite porte, il suffit d'une caméra qu'on a fait installer même par un professionnel il y a 5 ans, mais qui n'est du coup jamais mise à jour. Et bien, elle sera la malheureuse porte ouverte vers votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur, et donc toutes vos données. Ça marche, merci. Effectivement, Hélène nous dit, on dit comme Christophe. Alors, on continue notre recherche d'informations et notre partage d'informations.
Vas-y, Christophe. On ne voit plus la présentation. Oui, parce que je l'ai coupé pour qu'on te voit toi dans les moments où on discute entre nous. C'est normal. Alors, je vous ai demandé en début de rencontre combien d'entre vous avaient été confrontés à des problèmes de cybersécurité. On va rentrer un peu plus dans le détail. D'ailleurs, même si vous n'y avez pas été confrontés, peut-être que vous connaissez la réponse à la question suivante. Qu'est-ce que vous connaissez comme arnaque ou comme méthode justement de cybermalveillance ? Est-ce que vous avez envie de venir au micro nous partager les choses que vous avez vues, auxquelles vous avez été confrontés? Sinon, mettez-les dans le chat, bien entendu. Et ceux ou celles qui ont envie de nous en raconter, venez nous dire ça. Alors, on nous dit SMS, ok, usurpation d'identité, message frauduleux, phishing, email. Ouais, on nous redit phishing. Tentative de connexion, ok. Man in the middle, alors ça, je ne connais pas du tout. Peut-être que toi, ça te parle, Christophe, Man in the middle. Clé USB, phishing, appel téléphonique, les faux liens. Les personnes qui ont écrit Man in the middle, je veux bien que vous veniez nous dire au micro ce que c'est. On nous parle de Trojans aussi, de faux comptes. Donc, Troyen, c'est le cheval de Troie en français. Man in the middle, c'est l'homme du milieu. Mais du coup, ça veut dire quoi, Man in the middle? Tu veux qu'ils les expliquent ou tu veux que j'explique moi? Ah bah s'ils peuvent expliquer, c'est cool, mais sinon on va rentrer dans le détail après. Alors je te relance là-dessus. Ça roule. Empoisonnement ARP, pareil, je sais pas ce que c'est ça. Outil de l'IA. Donc il y a des gens qui connaissent bien quand même. Hein. ouais, non mais impressionnant. Donc on se note empoisonnement ARP, Man in the Middle et Christophe. Est-ce que du coup donc quelqu'un qui a ouvert un micro. Ouais, Man in the Middle, vous lancez? D'accord. Fabio? Alors, oula. En fait, Man in the Middle, c'est comme ce que ça veut dire en anglais, c'est quelqu'un qui va être au milieu de la conversation. Il va pouvoir intercepter la communication entre deux personnes. Du coup, il peut récupérer les choses privées, il peut modifier les messages envoyés ou même ne pas envoyer les messages à l'une des deux personnes destinées. Ok. Christophe, on embauche encore quelqu'un? Allez, on va avoir plein de candidats potentiels pour venir au CSIRT, c'est très bien. On est heureux. Ça marche. Empoisonnement ARP, c'est quoi? Je en laisse la parole ou j'explique? Est-ce que la classe imbécile a envie de venir nous expliquer ce que… Non, c'était pas eux. Attendez, il faut que je vous retrouve. La classe d'Hélène Leroy, est-ce que vous avez envie de nous expliquer ce que c'est empoisonnement ARP? Et après, je veux bien qu'on parle de ransomware aussi, puisque c'est dit. Alors, est-ce que la classe imbécile et la classe d'Hélène Leroy, vous prenez la parole ou pas? Vous êtes chaud? Non, ça lève pas la main. Ah si, imbécile, allez-y. On vous écoute. Non? C'est vrai? Vas-y, oui. Ransomware, en fait, ça va être un logiciel qui va être téléchargé illégalement, par exemple un crack d'un jeu. Et quand on va exécuter le jeu, en arrière-plan, en fait, il y a un logiciel de script de chiffrement qui va se lancer. Et le problème, c'est qu'une fois que les données vont être chiffrées, ils vont par exemple nous mettre un fichier en disant que si on leur donne pas 15 000 €, les données resteront chiffrées, on ne pourra plus jamais y accéder. Ça arrive souvent sur les bases de données qui n'ont pas de sécurité ou alors des ports trop connus. Ça marche, merci. Bon, eh ben, écoute, Christophe, je te propose qu'on rentre du coup dans les différentes arnaques qu'on a rencontrées, puis du coup, c'est complété par ce que les élèves nous ont dit, c'est top. Alors, un petit mot juste avant que tu te lances, on est resté dans des grands domaines. On n'est pas allé aussi… vous êtes allé dans le détail des types d'attaques. Vous allez voir que là, ce qu'on va vous présenter en duo avec Déborah, nous, c'est des domaines. On a considéré qu'on classait les attaques dans 3 domaines, 3 types d'attaques. Après, on pourra rentrer dans des détails si ça vous intéresse, mais voilà, là, on reste à un niveau assez haut. Alors, du coup, premier grand domaine, la manipulation de l'utilisateur. Voilà, donc tout à fait. Donc, cette première méthode, en fait, c'est quand les cybermalveillants exploitent l'être humain pour entrer sur un système d'information. En cybersécurité, on dit pas, c'est pas vrai qu'on dit que le problème est entre le clavier et la chaise, ça c'est méchant. En cybersécurité, on dit que l'humain est le premier pare-feu. Ça veut dire que si l'humain est sensibilisé, formé et adopte de bonnes pratiques,
l'attaque n'aura pas lieu. Si l'humain est un serial clicker qui clique sur tout ce qui va arriver, ce sera le maillon faible et c'est grâce à lui qu'on rentrera sur un système d'information. Donc là, ce qu'on voit sur ce slide, ce sont du phishing. Hein. C'est une des principales techniques pour exploiter la faille de l'être humain. C'est-à-dire qu'on vous adresse un message pour vous demander ou de faire une action, aller cliquer. Et là, on en arrive à ce que décrivait la dernière personne excusez-moi, j'ai oublié ton prénom, qui a pris la parole, hein, qui expliquait comment se déployer un rançongiciel. Donc là où on va faire une action à la personne, soit on va simplement lui soutirer des informations personnelles. Alors on a différents types de phishing, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais on a ce qu'on appelle le simple phishing, c'est des messages qui sont adressés à la terre entière. Hein. Cher client, veuillez cliquer ici pour mettre à jour vos données personnelles. Point. Comme l'a fait l'assurance maladie sur le slide que vous voyez ici, enfin, comme l'a fait le pirate en se faisant passer pour l'assurance maladie. Après, vous avez d'autres types de phishing, comme le spear phishing. Donc, le spear phishing, c'est une allégorie qui ressemble à la chasse au harpon, c'est-à-dire qu'on va choisir d'abord le poisson avant de tirer. Donc là, les personnes choisissent un type de client, donc ils vont par exemple cibler que les gens qui sont chez SFR. Donc là, ils vont dire « Cher client SFR, nous avons eu un problème de réseau hier, veuillez cliquer ici pour mettre à jour votre SIM. » Donc là, vous êtes un peu plus interpellé parce que vous êtes chez SFR. Donc déjà, c'est un peu plus avancé. Et là, ça n'a pas de limite. Vous pouvez recevoir, moi j'ai déjà reçu des phishing pour parler de mon cas personnel. « Cher Christophe, tu attends un colis qui est bloqué en douane. Pour payer, veux-tu cliquer ici ?» J'attendais vraiment un colis qui était vraiment bloqué aux douanes. Parce qu'en fait, ils ont piraté le système d'information des douanes. Donc, ils envoient avant la douane un message qui me fait cliquer, qui me soutire des informations. Donc voilà pour la première méthode qui est la manipulation de l'utilisateur. Ça marche. Deuxième méthode, l'exploitation des identifiants. Voilà, la deuxième méthode pour essayer de pénétrer un système d'information, c'est d'exploiter des identifiants. Les identifiants, c'est le login et le mot de passe que vous utilisez pour vous connecter. Et ça, c'est un des plus gros fléaux aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que de nombreuses personnes utilisent des mots de passe trop faciles à deviner en utilisant le nom de leur copine, de leur copain, de leur chien, leur date de naissance, la date de rencontre avec leur petite amie, leur petite copine ou leur petit copain. Tout ça, c'est facile à deviner. Donc, les gens arrivent très facilement à deviner cet identifiant et ensuite l'exploitent. Il faut savoir qu'à partir du moment où quelqu'un obtient votre identifiant, alors quand vous êtes patron d'une grande entreprise, vous allez comprendre que ça peut vite avoir des catastrophes, mais même vous, à partir du moment où il arrive à rentrer sur votre téléphone, il aura accès à tous les éléments qu'il y a sur votre téléphone et par rebond, il pourra encore, comme on a montré tout à l'heure, accéder à d'autres médias de votre système d'information. Et le troisième, l'exploitation technique. Voilà, l'exploitation technique. Donc, tout à l'heure, des élèves ont parlé de l'exploitation des faiblesses du protocole ARP. C'est une des exploitations techniques. Donc, dans ces techniques-là, les malveillants utilisent des failles de sécurité de système ou de protocole pour entrer sur un système d'information. Très souvent, ils utilisent ces failles de sécurité parce que les objets connectés, ça peut aller même un ordinateur, un téléphone, pas besoin d'aller chercher le petit objet discret, hein, certains ne font pas leur mise à jour, ne sont pas à jour. Quand un objet n'est pas… Non, attendez, je reprends un peu en arrière. Tous les objets sont victimes de failles de sécurité tous les jours. Donc, il est indispensable de faire la mise à jour de tous les objets connectés dont vous disposez. Si vous ne faites pas les mises à jour, c'est comme ça que les malveillants exploitent les vulnérabilités, les failles de sécurité de ces objets et arrivent à rentrer sur les systèmes d'information. N'hésitez pas à poser des questions, vous me demandez de reformuler si je ne suis pas clair, hein, ça peut m'arriver. Alors, du coup, on en profite. Est-ce que vous avez à ce stade des questions? Alors, il y a la classe NSI Giocante qui dit « Important de lire les notes de mise à jour ». Ça marche. On nous dit « C'est très clair ». Voilà, déjà, tu as un petit compliment, c'est toujours bon à prendre. Merci. Est-ce que vous avez des questions à poser à Christophe déjà à ce stade avant qu'on passe à la dernière partie voilà, sur les différentes choses qu'on a abordées, les différentes méthodes de hacking, les systèmes d'exploitation, les objets connectés, non? Non, a priori, il n'y a pas de questions. Du coup, nous, on va vous en poser une. Ah si, on nous dit « Quid de la fuite de Pronote ?» Alors ça, je ne sais pas si tu as la réponse. Non, Joker. Joker. Ah, apparemment, hier, il y a eu une fuite sur Pronote.
Eh bien, écoutez, on ne sait pas, il faut contacter les gens de Pronote. On n'est pas On va aller à la pêche aux infos. On va aller à la pêche aux infos. Ça roule. On voudrait savoir qu'est-ce que vous mettez en place pour sécuriser vos usages numériques. À votre avis, qu'est-ce qu'on peut faire? Et puis, au-delà de, à votre avis, vous, qu'est-ce que vous mettez en place? Est-ce que vous pouvez nous partager des bonnes pratiques? Alors, des mises à jour, un bon antivirus. Ouais, bon, on nous répond pas mal antivirus. Un gestionnaire de mots de passe. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est, Christophe, un gestionnaire de mots de passe? Oui, bon, je l'expliquerai tout à l'heure. D'accord, ça marche. Bon. Sortir des Juste parce GAFA. que comme on va en parler, je vais expliquer après pourquoi c'est bien d'avoir un gestionnaire de mots de passe. Ça roule. Un pare-feu, un VPN. Alors, il va falloir expliquer tout ça, hein, parce que… Alors, pare-feu, VPN, gestionnaire de mots de passe, on en parle après. Changer régulièrement le mot de passe, ça marche. Qu'est-ce que vous faites d'autre? 2FA. Alors, Authentification multifacteur, c'est très bien. OK. Changer ses mots de passe. C'est bien aussi. Bon, c'est bien, ce sont que des très bonnes pratiques qui sont listées ici. Hein. Un mot de passe par contre, ça c'est sérieux. Hein. Il faut avoir de bien, l'imagination en plus. Ou alors un gestionnaire de mots de passe. Ne pas accepter les cookies. Ne pas accepter les cookies, tiens, on va en parler. Oui. Formation des utilisateurs, changer les mots de passe, authentification à double facteur. Ça roule. Ok, est-ce qu'il y a d'autres choses qui remontent? Je vois qu'il y a encore des classes qui écrivent, hein, donc j'attends un petit peu qu'on ait fait le tour. Bon, globalement, quitter les réseaux sociaux, ok, c'est radical, mais c'est sûr que c'est… Pourquoi pas, c'est bien. Dans le côté parano, j'aime. Ok, refuser les cookies, VPN, ça y est. Ok, on tourne un petit peu sur les mêmes réponses. Merci beaucoup de nous les avoir. On nous dit Opera GX. Ok, je note ça. Utiliser Linux. Non, mais vous êtes beaucoup trop pro pour moi, quoi. C'est bien parce que moi, j'apprends une tonne de trucs avec les intervenants et après, j'apprends encore en discutant avec les élèves. Bloqueur de tracker, utiliser Mac. Bon, on va garder tout ça et puis on va rentrer dans le détail de ce que Christophe vous recommande. Globalement, être super paranoïaque, je crois qu'apparemment, tout le monde est d'accord. Christophe, je t'écoute. C'est ça, comme on a vu que les malveillants exploitent l'être humain, si nous sommes extrêmement vigilants dans nos usages, nos pratiques, si nous ne cliquons pas, si quand on nous appelle, on vérifie que c'est bien la bonne personne, on évitera que des gens exploitent notre faille d'être humain pour obtenir des informations qui leur permettent de mener une attaque. Donc c'est la première des choses. Et nous, la plupart des attaques, hein, j'ai envie de dire 9 sur 10, proviennent d'une erreur d'un être humain. Hein. Donc c'est la première chose à faire, être vigilant, paranoïaque. N'hésitez pas à vérifier. Quelqu'un vous envoie un RIB pour faire un virement, ça coûte rien. Passez un coup de téléphone, lisez à haute voix les 3 derniers chiffres, vérifiez que c'est le bon RIB, qui n'est pas justement un homme du milieu qui a modifié le RIB entre l'envoi et la réception. Soyez paranoïaque, vigilant et paranoïaque. On met paranoïaque volontairement parce que en étant trop prudent, finalement, c'est comme ça qu'on évite un incident. Il vaut mieux appeler quelqu'un pour vérifier si c'est bien lui qui a envoyé le message. Quand il s'agit d'argent, de choses comme ça, hein, je dis n'appelez pas chaque fois que vous avez un SMS. Mais je pense que c'est le premier conseil. Voire même, Christophe, parce que tu parles d'argent, en fait, je pense que n'importe qui nous envoie un message en nous demandant des sous, on va très vite avoir le réflexe de vérifier. Mais donc, l'idée, c'est de décliner. Vous voyez, en fait, le réflexe que vous auriez si on vous demandait de l'argent, en fait, il faut le décliner sur le reste, en fait, quoi. Tout à fait. Ça roule. Ensuite. J'attends sur la suite. Donc, la seconde des recommandations, vous avez compris hein, c'était volontaire qu'on a décrit ces 3 pratiques parce que c'est les 3 recommandations principales et que l'on fait pour bien utiliser le numérique. Donc, la deuxième recommandation, c'est d'utiliser des mots de passe forts et diversifiés. Il y a énormément de fuites de mots de passe sur le dark web. Donc ça, déjà, ça a une vertu, c'est que ça nous apprend comment les gens fabriquent des mots de passe. Nous, on a récupéré, je sais pas, 500 ou 600 000 couples identifiant mots de passe sur le dark web. Je vous promets, je sais comment vous faites pour construire vos mots de passe. Je ne le dirai pas, mais je sais. La plupart des gens les construisent de la même manière. Donc,
Utilisez des mots de passe qui ne sont pas déductibles. Arrêtez de mettre le nom du village et le code postal, je l'ai dit tout à l'heure, le nom du chien, la petite copine et les dates de naissance. Utilisez des mots de passe forts et diversifiés. Pourquoi diversifier? Parce que je viens de vous le dire, il y a des fuites de mots de passe sur le dark web. Ça veut dire que les mots de passe existent en clair. Donc, même si vous avez un mot de passe de 36 caractères que vous êtes sûr qu'on ne pourra pas déduire, mais que vous avez le même partout, il suffit qu'une seule plateforme, un seul forum, un seul espace se fasse pirater et on récupère les credentials, les identifiants, les mots de passe, il se retrouvera sur le dark web. Donc, si vous utilisez le même mot de passe partout, j'ai de très fortes chances de le trouver sur le dark web et de pouvoir accéder à tous vos systèmes. Donc, utilisez des mots de passe différents. Moi, je recommande différents sur chaque service. Vu le nombre de services et de mots de passe aujourd'hui, c'est encore compliqué. Au moins, mettez un mot de passe poubelle pour tout ce qui ne craint pas, où il n'y a pas de données, les forums de chasse, de jeux, de choses comme ça, où vous mettez aucune info perso. Et partout, il y a des infos perso, la banque, Amazon, votre téléphone, votre messagerie, le NDLA. Là, vous mettez un mot de passe unique et fort. Alors, attends, il y a le NSI Giocante qui nous partage un site, Have I Been Pwned? Tout à fait. Alors, c'est quoi ce site? Alors, ce site, c'est un site qui permet de vérifier si on a eu une fuite de données en utilisant son adresse mail. C'est extrêmement intéressant. J'y vais régulièrement. Vous y connectez, vous mettez votre adresse mail et on vous dit oui, cette adresse mail a fuité à cause de Dropbox, à cause d'Amazon, à cause de Facebook. Et donc, ce qui est très bien, c'est que vous savez, en voyant les fuites, si vous avez un mot de passe différent, vous savez quel mot de passe existe maintenant sur le dark web. Donc, vous le changez et donc c'est une bonne chose. Il y a d'autres sites comme ça, hein, je pourrais les communiquer. Il y a d'autres sites où ils vous donnent carrément les mots de passe qui ont fuité. Alors, Madame Moricelli, elle nous partage Bitwarden. C'est pareil, c'est le même principe, c'est pour savoir si on a fuité? Non. Bitwarden, c'est quoi? Alors, est-ce que vous pouvez venir nous expliquer, la classe de Madame Moricelli, ce que c'est Bitwarden? Ah, c'est un gestionnaire de mots de passe. Voilà, c'est un gestionnaire, ok, oui, c'est ça. Ok. Je n'utilise pas. Ça marche. Allez, troisième recommandation, des mises à jour. Eh bien, troisième recommandation, elle est logique, c'est de faire systématiquement ces mises à jour. Quasiment toutes les mises à jour disposent de mises à jour de sécurité parce qu'il y a aussi des mises à jour visant à améliorer les fonctionnalités, mais la plupart contiennent aussi des patchs, des choses qui corrigent les anomalies, les failles de sécurité. Donc, faites vos mises à jour. Ne gardez pas des objets connectés, branchés quelque part, connectés à votre système d'information qui ne sont pas à jour. Rappelez-vous l'image qu'on a vue tout à l'heure avec le Thermomix. Le Thermomix n'était pas à jour. Le malveillant est passé par le Thermomix et a pu récupérer l'intégralité du contenu du téléphone. Donc, faites vos mises à jour et faites les mises à jour de tous vos objets connectés. C'est clair. Merci beaucoup, Christophe. Bon, si rien n'a marché et qu'on s'est quand même fait avoir, il nous reste quelle solution? Alors, juste avant, quelle solution? Excusez-moi, mais du coup, je n'ai pas parlé du coffre-fort numérique. Puisqu'on disait tout à l'heure qu'il faut, puisqu'on dit voilà, sur cette slide qu'il faut utiliser des mots de passe forts et différents pour chaque site, une bonne méthode est d'utiliser un coffre-fort de mots de passe, donc type Bitwarden, ou il y en a d'autres, qui permettent de stocker tous vos mots de passe. Vous retenez qu'un seul mot de passe fort, tout est crypté à l'intérieur de l'outil. Donc, grâce à ce mot de passe, vous accédez à votre outil et automatiquement, ça saisit les mots de passe sur l'ensemble des sites et plateformes. C'est une très bonne chose et si vous n'arrivez pas à les retenir quand il y en a trop. Et du coup, on nous a parlé de refuser le tracking de cookies. Ça sert à quelque chose, ça? Oui, ça peut servir aussi. Ça évite que les malveillants puissent savoir ou qu'ils puissent refaire notre parcours sur Internet. Ça marche. On nous parle d'une clé de sécurité physique. Le Collège Saint-Joseph nous dit ça. Est-ce qu'ils peuvent nous donner plus de précision? Ouais, est-ce que vous pouvez venir au micro nous dire de quoi vous vouliez parler? Je vois que Madame Moricelli, vous avez levé la main, donc on peut aussi vous donner la parole. Alors, une clé de sécurité physique, c'est par exemple une clé USB qu'on va connecter à l'ordinateur et ça va nous donner notre mot de passe. Et c'est la seule manière de se connecter à un compte. D'accord. OK. Très bien. Merci pour la précision.
C'est une très bonne chose. Et c'est comme il y a quelqu'un qui parlait du multifactor authentication tout à l'heure, donc le MFA. Et ça aussi, c'est indispensable. Partout où on vous propose de mettre du multifacteur, d'authentification à 2 facteurs, à plusieurs facteurs, activez-le. Ça vous permet de ne pas avoir que le mot de passe. Et même si la personne a deviné le mot de passe, il faut ou une reconnaissance faciale ou un code qui est envoyé par SMS ou quelque chose. Alors, ne faites pas du multifactor authentication en utilisant la même adresse mail. Hein. Il y a des gens, pour se connecter à leur mail, il faut envoyer quelque chose sur leur mail. C'est un peu stupide parce que déjà, il faut forcément avoir un média connecté. Et puis, à partir du moment où les gens récupèrent l'identifiant, ils récupèrent aussi le MFA. Donc, il faut essayer d'avoir 2 systèmes différents. C'est bien d'avoir le SMS et le mail ou la reconnaissance faciale et le mail ou quelque chose comme ça. Alors, la classe de monsieur ou madame Villers nous dit que les élèves voudraient des infos sur les coffres-forts numériques. Est-ce qu'on peut… Alors, qu'est-ce qu'ils veulent comme info? Alors, est-ce que vous pouvez venir au micro et nous dire ce qui vous intéresse, la classe de monsieur ou madame Villers? Je ne vois pas. Ah, vous n'avez peut-être pas de micro. Peut-être qu'ils n'ont pas de micro. Alors, attends, ils sont en train de nous répondre. Oh, ils n'ont pas de micro. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Est-ce que vous voulez préciser de quel coffre-fort numérique existe? Je ne sais pas, est-ce que c'est payant, pas payant? Est-ce que compliqué, pas compliqué? Il y a des coffres-forts numériques qui sont payants, il y en a qui sont gratuits. Il y en a qui sont recommandés par l'ANSSI. L'ANSSI, c'est l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information. C'est une agence du ministère de la Défense qui gère la cybersécurité au niveau national. Et ils certifient et recommandent certains outils. Donc, sur leur site, vous voyez régulièrement les outils à utiliser qui sont certifiés par eux. Donc, c'est ceux qui sont censés ne pas avoir de fuite. Bon. Alors, lesquels sont recommandés par eux et des fuites de données aussi. Donc, rien n'est infaillible. Oui, et puis du coup, sur lesquels sont recommandés, peut-être aller directement sur le site de l'ANSSI pour le voir, parce que je pense que tu ne les connais pas par cœur. Non, tout à fait, tout à fait. Le mieux, voilà. Ça change parce qu'il y en a certains qui perdent après leur accréditation, on va dire. Donc, le mieux, c'est d'aller sur le site de l'ANSSI Et ben justement, la NSI Giocanté nous dit auto-hébergeable Voltwarden sur Raspberry. Raspberry, c'est bien ce qui me semblait. Voilà, j'ai pas exactement compris tout ce que j'ai dit, mais apparemment vous avez des recommandations directement dans le chat. N'hésitez pas à les copier, les coller quelque part. Et Sarah Cornu vous partage aussi un lien sur la réglementation identité confiance numérique, sécurité échange voix électronique, et je suppose que là-dessus vous allez retrouver c'est le lien NSI. Ah ben voilà, magnifique, merci beaucoup. J'ai pas osé cliquer de peur de perdre la visio, mais ok, nickel. Ben voilà, du coup vous pouvez vous recommander mutuellement des choses. C'est super. Ça nous fait penser aussi d'ailleurs que pour sécuriser ces usages numériques, tu l'as un peu évoqué Christophe au début, mais il y a le fait de partager ces infos-là et d'être ambassadeur autour de soi et de parler de toutes ces choses qu'on s'est dites aujourd'hui, de se partager ce type de liens qui permettent d'installer des sécurités, de mettre en place les coffres-forts numériques et autres. Tout ça, ça contribue à sécuriser les usages numériques de tout le monde, quoi, finalement. Du coup, une fois qu'on s'est dit ça, si rien n'a marché et que malheureusement, on s'est quand même fait pirater, il nous reste quoi comme solution ? Eh bien, si on s'est fait pirater, qu'on cherche de l'aide, il y a le GIP ACIMA, c'est leur petit nom, qui ont mis en place une plateforme qui s'appelle cybermalveillance.gouv.fr et qui permet, en cas d'incident, de se connecter, d'écrire par un système de clics et de réponse à des questions très brèves ce qui nous est arrivé. Ça permet de nous aiguiller vers la bonne stratégie à adopter, que faire, comment en sortir de l'incident, qui contacter. Donc, c'est un parcours automatique et c'est très bien fait. Donc, ça s'adresse plutôt aux particuliers. Si après, ce sont des entreprises, des associations, des collectivités, on est là. Hein. Vous appelez le CSIR de Cybergourde, c'est qu'un autre rôle, c'est d'accompagner les victimes d'incidents cyber hors particulier. Donc, pour tous les autres, contactez-nous. Et dans le domaine de l'éducation, vous avez un CERT aussi qui est dédié. Donc, c'est la même chose que mon centre, mais qui est dédié à l'éducation. Donc, en passant par le rectorat, vous avez le CERT Renater, donc qui est dédié à l'éducation
qui apporte une réponse. Mais là, c'est plutôt pour tout ce qui est communauté éducative, pour les enseignants, enfin pour vraiment les établissements, hein. Les élèves, la plateforme adaptée pour eux, si vous avez des soucis, si vous rencontrez des soucis, c'est cybermalveillance.gouv.fr. Merci Christophe. Écoutez, alors la classe de Monsieur ou Madame Durand nous dit c'était très riche, merci. C'est la pause méridienne. À bientôt. Écoutez, nous effectivement, on arrive de toute façon au bout de notre rencontre. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez, d'ailleurs pas que des questions, est-ce que vous avez des remarques à nous faire, des choses à nous partager dans vos usages ou dans, je sais pas, dans ce que vous mettez en place? Sarah Cornu nous partage cybermalveillance.gouv. Est-ce que vous avez des questions sur, je sais pas, les filières, sur l'avenir de ces métiers, sur les opportunités? Je crois que Christophe, toi, tu les encourages à fond à y aller. Oui, alors moi, je ne suis pas le mieux placé pour vous répondre sur les filières et qu'il faut prendre. Par contre, là où je peux apporter ma petite pierre, c'est que aujourd'hui, les métiers de la cyber sont les métiers qui payent le mieux, sont les métiers où il y a le plus de demandes et le moins de gens formés. Dans mon domaine, hein, dans les CSIRT, par exemple, les responsables de CSIRT, sur les 17 CSIRT, il y en a déjà 10 qui ont changé parce que ils restent pas longtemps sur leur poste parce qu'il y a tellement d'offres qu'il y a beaucoup de turnover. Donc, c'est des métiers où il faut, si vous avez une appétence pour ces sujets-là, allez-y, foncez. Ce sont des métiers d'avenir. Dans la cyber, vous trouverez toujours du travail. Et ce qui est bien, c'est que c'est du travail qu'on peut trouver partout sur la planète. Donc, si ça vous plaît, orientez-vous dans ces voies-là. Après, je ne suis pas très bien placé pour vous donner les filières à suivre, mais je pense qu'ils ont autour d'eux de très, très bons conseils pour ça. Alors, on nous demande la classe de monsieur ou madame Villers. Pareil, je sais pas si c'est un monsieur ou une dame. Quels sont les niveaux de salaire? Et on va prendre, une fois que tu auras répondu à ça, si tu as l'info, on va prendre NSI Diocante au téléphone. Au micro. Non, j'ai pas les niveaux de salaire, non. Ok. Alors, NSI Diocante, après, on répondra au Collège Saint-Joseph. On vous écoute. Alors, bonjour. J'aimerais savoir par rapport au langage de programmation. Il faut savoir quoi comme langage de programmation pour se mettre dans la cybersécurité? Oula, non, je ne vais pas pouvoir vous répondre à ça non plus parce que ça va dépendre dans quoi vous orientez dans la cybersécurité. Si vous vous spécialisez dans la configuration de firewall, par exemple, vous n'allez pas avoir besoin des mêmes compétences techniques que si vous travaillez sur des EDR, donc c'est des antivirus améliorés, que si vous développez des produits de sécurité. Donc là, ça va dépendre vraiment où vous voulez vous orienter dans la cyber. C'est un domaine qui est extrêmement vaste aujourd'hui. D'accord. Et par rapport aux filières, il faut poursuivre quelle étude pour faire la cybersécurité? On nous demande d'ailleurs, en complément de ta question, jeune homme, le Collège Saint-Joseph, qui nous demande s'il n'y a que des écoles d'ingé, en fait. Non, il n'y a pas que des écoles d'ingé, puisqu'il y a en Corse à Flocat qui avait une formation cyber. Alors, je ne sais pas si elle est maintenue. Il y a la faculté aussi qui propose des parcours où on finit avec une compétence cyber. Mais encore une fois, étant donné que moi j'étais ingénieur informatique généraliste et que j'ai plus fait de management que de technicité, je ne suis pas le mieux placé pour répondre à ça, puis c'est trop vieux. Donc là, je pense qu'il vaut mieux vous tourner vers vos professeurs qui vous orienteront mieux là. Et vers les SEO, etc. Alors, il y a Hélène Leroy qui nous dit BTS SEO. Je peux aussi, excusez-moi, je suis le professeur de la NSI là. J'étais ingénieur aussi informatique pendant 10 ans avant. Et je pense que vous pouvez faire une école d'ingénieur généraliste et puis après vous diriger vers n'importe quel type de métier. Si vous choisissez un petit peu des spécialités cyber, réseau, etc., vous aurez les bases nécessaires ensuite pour faire tout ce qui est lié à la technicité. Donc, je pense que dans toutes les écoles, il y a à Toulouse, à Bordeaux, vous avez l'ENSIMAG à Grenoble, vous avez l'ENSET à Toulouse, vous avez l'ENSERB à Grenoble, l'ENSERB à Bordeaux, l'ISIMA à Clermont-Ferrand, vous avez l'EPITA à Paris, mais ça c'est privé. Donc vous avez beaucoup d'écoles dans les concours NSI que vous pouvez faire pour ça, qui sont publics. Bon, faut s'y intéresser avant, des fois ça demande de faire un IUT ou une classe prépa, mais derrière, après, vous accédez avec un bac+5 à ces métiers-là. Merci beaucoup pour ces informations. Il y a la classe du Borget. Ah, finalement, vous ne voulez plus parler.
Il y avait une classe qui avait… Si, du Borget Techno, allez-y, on vous écoute. Du Borget Techno, vous êtes là? Bon, alors ils ont levé la main, mais je crois qu'ils n'ont pas de micro ou qu'ils ne peuvent pas prendre la parole. Bon. Alors, je me permets du coup, déjà merci pour la réponse qui a été apportée, voilà, qui était une vraie réponse par rapport aux miennes, donc merci. Et là, moi, j'étais en train de parcourir un livre qui a été fait par le Campus Cyber, donc un petit fascicule que je pense que vous trouvez en ligne sur le Campus Cyber. Il a été fait avec l'ONISEP et ils ont fait un zoom sur tous les métiers de la cyber, avec les différentes études pour y arriver, les métiers, il y a des exemples de personnes avec leur parcours. C'est assez bien fait et ça permet d'avoir déjà les premiers éléments de réponse. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site du Campus Cyber pour retrouver cette documentation-là. Ça marche. Eh ben, on arrive au terme de notre discussion. Si vous n'avez plus de questions, si vous en avez, il nous reste encore 5 minutes. Mais si vous n'avez… Ah tiens, on vous donne un lien, éditionatelier.com, géopolitique du numérique. Bon, n'hésitez pas à bien noter, à bien copier et coller les liens qu'on vous donne s'ils vous intéressent. Et sinon, écoutez, encore merci au rectorat et à la collectivité d'avoir organisé ça. Merci Christophe pour l'énorme travail que tu as fourni pour préparer cette rencontre et puis pouvoir discuter avec les élèves. Merci aux enseignants qui sont inscrits et surtout merci aux élèves qui ont largement participé à toute cette rencontre. Si vous voulez ouvrir les micros et qu'on se dise au revoir, n'hésitez pas.